La nuit tombait doucement sur les plateaux iraniens, comme elle l'avait fait depuis des millénaires, glissant sur les crêtes rocheuses et les étendues de sel avec une indifférence ancienne, presque éternelle. Ici, la terre ne se laissait pas apprivoiser facilement. Elle s'élevait, s'étirait, se déchirait en montagnes abruptes et en déserts brûlants, comme si elle cherchait à éprouver chaque être humain qui osait s'y installer. Pourtant, contre toute attente, ils étaient venus, encore et encore, s'accrochant à cette géographie hostile avec une ténacité silencieuse. C'est peut-être là que tout commence, dans cette lutte permanente entre l'homme et une terre qui ne cède jamais complètement. Le plateau iranien, vaste et élevé, semblait suspendu entre ciel et poussière. À l'ouest, les montagnes du Zagros s'étiraient comme une muraille naturelle, leurs plis calcaires racontant une histoire géologique vieille de millions d'années. Au nord, la chaîne de l'Alborz surgissait brutalement, dominant la mer Caspienne d'un contraste presque irréel, comme si deux mondes s'étaient heurtés sans jamais se mélanger. Et au cœur de ce territoire, deux déserts de sel, le Dasht-e-Kavir et le Dasht-e-Lut, imposaient leur règne de chaleur implacable, où l'air lui-même semblait trembler sous le poids du soleil. Dans ces conditions, la vie ne devait pas exister. Et pourtant, elle persistait. Là où une rivière traçait un sillon discret, là où une source surgissait des montagnes, ou là encore où l'ingéniosité humaine creusait ces galeries souterraines que l'on appellerait plus tard des khanats, des communautés apparaissaient, fragiles mais déterminées. Elles s'accrochaient à ces veines d'eau comme à une promesse, bâtissant des villages, puis des villes, puis des cultures entières. Ce n'était pas une prospérité facile, c'était une persistance. Bien avant que les grands empires ne gravent leur nom dans la mémoire du monde, une civilisation avait déjà pris racine dans ces terres du sud-ouest. Aux abords de ce qui deviendrait la province du Khouzestan, une société ancienne, mystérieuse et profondément enracinée avait commencé à s'organiser. Les historiens modernes l'appellent les lames, mais pour ceux qui y vivaient, il s'agissait simplement du monde tel qu'ils le connaissaient, structuré, ordonné, chargé de rites et de significations. Au cœur de cette civilisation se trouvait Suse, une ville qui, déjà à l'époque, semblait défier le temps lui-même. Elle s'étendait sur une plaine fertile, entre le fleuve Karun et les premières ondulations du Zagros, comme un point d'équilibre entre nature sauvage et organisation humaine. Là, des temples massifs en briques crues s'élevaient vers le ciel, des ziggourats dont les terrasses successives semblaient rapprocher les hommes de leurs dieux. Dans leurs ombres, une administration prenait forme, rigoureuse et méthodique. Des scribes gravaient sur des tablettes les comptes, les offrandes, les obligations, transformant le chaos du quotidien en un système compréhensible. Ce qui frappe lorsque l'on imagine Suse à son apogée, ce n'est pas seulement sa structure, mais sa continuité. Alors que d'autres cités apparaissaient et disparaissaient au rythme des guerres et des catastrophes, Suse persistait. Elle changeait de main, se pliait à de nouveaux maîtres, absorbait des influences étrangères, mais ne disparaissait jamais vraiment. Comme si la ville elle-même possédait une volonté propre, une capacité à survivre indépendamment des empires qui prétendaient la posséder. Les Élamites, quant à eux, ne formèrent jamais un empire homogène comparable à ceux de Mésopotamie. Leur monde était fragmenté, composé de cités-États et de vallées isolées, souvent en conflit les unes avec les autres. Mais cette fragmentation n'était pas une faiblesse absolue, elle leur permettait une forme de résilience. Lorsqu'un centre tombait, un autre persistait. Lorsqu'un roi disparaissait, une autre autorité prenait sa place. Ce n'était pas une unité imposée, mais une continuité organique. Leurs œuvres témoignaient aussi d'un monde ouvert, des statues de bronze représentant des souverains assis, figés dans une autorité tranquille, des sceaux cylindriques finement gravés, des reliefs de briques émaillées montrant des lions ou des créatures ailées. Tout cela suggérait des échanges constants avec les grandes civilisations voisines, notamment les cités sumériennes à l'ouest. Les routes commerciales, invisibles mais essentielles, reliaient déjà ces terres aux régions lointaines de la vallée de l'Indus, transportant non seulement des biens, mais aussi des idées. Et pourtant, malgré cette richesse culturelle et ces connexions, l'Élam ne domina jamais durablement ses voisins. Il oscillait entre périodes de puissance et phases de vulnérabilité, souvent attaqué, parfois victorieux, mais rarement stable. Cette instabilité aurait pu être fatale. Elle ne le fut pas, car ce qui caractérisait déjà cette terre et qui définirait toute son histoire n'était pas la domination, mais la survie. Les siècles passaient, et Suse restait là, témoin silencieux des ambitions humaines.
Elle verrait passer des conquérants, des rois, des empires entiers, chacun persuadé d'être le dernier à imposer son ordre sur cette terre. Mais tous, tôt ou tard, disparaîtraient. Et elle, toujours, continuerait d'exister. Peut-être est-ce cela, le véritable mystère de l'Iran. Non pas la succession de ses conquêtes, mais la manière dont sous chaque domination, quelque chose d'essentiel persistait. Une langue, une mémoire, une façon d'habiter le monde. Comme si sous la surface des empires, une autre histoire se déroulait, plus lente, plus profonde, impossible à effacer. Et déjà, à l'horizon de ces premiers siècles, un mouvement silencieux commençait à se dessiner. Des peuples venus des vastes steppes d'Asie centrale avançaient lentement vers le sud. Ils n'étaient pas encore des rois, ni des conquérants au sens classique. Ils étaient des pasteurs, des cavaliers, porteurs d'une langue, de mythes et d'une vision du monde qui allait, sans le savoir, transformer à jamais cette terre ancienne. L'Iran, une fois encore, s'apprêtait à changer, non pas en disparaissant, mais en absorbant, en transformant, en devenant autre chose sans jamais cesser d'être lui-même. Ils ne vinrent pas comme des conquérants aux armées disciplinées, ni comme des bâtisseurs de cités monumentales. Leur arrivée fut plus lente, presque imperceptible au début, comme le glissement d'une saison vers une autre. Depuis les steppes d'Asie centrale, là où l'horizon semble ne jamais finir et où le vent porte des histoires plus anciennes que les hommes eux-mêmes, des groupes de pasteurs commencèrent à descendre vers le plateau iranien. Ils suivaient leurs troupeaux, leurs cycles, leurs instincts, et sans le savoir, ils apportaient avec eux les germes d'une transformation profonde. Ces peuples se nommaient eux-mêmes Arya, un mot qui signifiait simplement noble ou honorable. Rien dans cette appellation ne laissait présager les détournements futurs de son sens. À l'époque, il ne s'agissait que d'une manière de se distinguer, de dire qui l'on était dans un monde où l'identité se transmettait par la parole, par les récits chantés autour du feu, par les gestes répétés de génération en génération. Ils vivaient autrement que les peuples des plaines mésopotamiennes ou des villes élamites. Leur richesse n'était pas faite de briques ou de temples, mais de bétail, de chevaux, de mobilité. Le cheval, justement, occupait une place centrale dans leur existence. Il n'était pas seulement un outil, mais un compagnon, un symbole de prestige, un lien entre la terre et le ciel. Avec lui, ils pouvaient parcourir des distances immenses, traverser des paysages hostiles et surtout conserver cette liberté qui définissait leur manière d'être. Mais ils n'apportaient pas seulement des pratiques matérielles. Ils portaient en eux une vision du monde, une structure invisible mais puissante, faite de récits, de croyances, de rites. Leur univers était peuplé de forces opposées, de tensions entre vérité et mensonge, ordre et chaos. Au cœur de cette vision se dessinait déjà la figure d'Ahura Mazda, une divinité associée à la lumière, à la sagesse, à l'ordre cosmique. Face à lui, des forces adverses, obscures, menaçantes, incarnaient le désordre et la tromperie. Ces idées n'étaient pas encore fixées dans des textes. Elles vivaient dans la mémoire collective, transmises oralement, transformées légèrement à chaque génération, mais toujours reconnaissables. Ce corpus de chants et de rituels finirait par être consigné bien plus tard dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Avesta, le texte sacré du zoroastrisme. Mais à ce moment précis, il s'agissait encore d'une tradition vivante, fluide, profondément enracinée dans l'expérience quotidienne. En s'installant progressivement sur le plateau iranien, ces groupes ne remplacèrent pas les populations existantes. Ils s'y mêlèrent, s'y adaptèrent, absorbant certaines pratiques locales tout en imposant progressivement leur langue et leur structure sociale. Le monde iranien commençait à devenir un carrefour, non seulement de routes commerciales, mais d'identité et de culture. Avec le temps, ces peuples se structurèrent en entités plus reconnaissables. Deux groupes principaux émergèrent. Au nord-ouest, dans les régions plus fraîches et montagneuses, les Mèdes s'organisèrent en confédérations tribales. Leur territoire, marqué par des vallées encaissées et des plateaux élevés, favorisait une certaine autonomie locale, mais aussi une capacité à se rassembler face à des menaces extérieures. Plus au sud et à l'est, dans une région qu'ils appelèrent Parsa, les Perses s'établirent. Le nom résonnerait à travers les siècles, transformé par les langues étrangères, mais conservant toujours son essence. Leur environnement était plus aride, plus exigeant, mais aussi stratégiquement placé, à la croisée de plusieurs routes importantes. Cette position allait, avec le temps, jouer un rôle déterminant.
Pendant longtemps, ces deux peuples restèrent en marge des grandes puissances de l'époque. L'Empire assyrien, qui dominait alors le Proche-Orient avec une brutalité méthodique, les considérait surtout comme des sources de ressources, chevaux, tribus, soldats occasionnels. Les annales assyriennes mentionnent des chefs mèdes venant prêter allégeance, des tribus perses fournissant des archers, mais rien qui ne suggère encore une menace sérieuse. Et pourtant, quelque chose était en train de changer. Lentement, presque invisiblement, les structures tribales se transformaient. Les alliances se renforçaient, les rivalités se régulaient, et surtout, une idée nouvelle commençait à émerger, celle d'un pouvoir central capable de dépasser les divisions traditionnelles. Chez les Mèdes, cette transformation prit une forme presque légendaire. Un homme nommé Dégocès, selon les récits transmis par l'historien grec Hérodote, se distingua par sa capacité à rendre la justice de manière équitable. Dans un monde où les conflits tribaux pouvaient s'étendre sur des générations, cette qualité n'était pas anodine. Peu à peu, les clans commencèrent à se tourner vers lui pour arbitrer leurs différends. Puis, dans un geste aussi simple que stratégique, Dégocès se retira. Il refusa de continuer à juger, et soudain, le désordre revint. Les conflits reprirent, les tensions s'aggravèrent, et ce qui avait été une solution ponctuelle apparut comme une nécessité. Les tribus, confrontées à leur propre incapacité à maintenir l'ordre, décidèrent de lui offrir quelque chose de radical, la royauté. Dégocès accepta, mais à une condition. Il exigea la construction d'une capitale digne de ce nouveau pouvoir. Ainsi naquit Ecbatane, une ville conçue non seulement comme un centre administratif, mais comme un symbole. Ses murs concentriques, peints de couleurs différentes selon les récits, créaient une impression de profondeur et de protection. Au cœur de la cité, les bâtiments royaux brillaient de métaux précieux, affirmant la distance entre le roi et ses sujets. Ce modèle de pouvoir, centralisé, ritualisé, distant, marquait une rupture avec les structures tribales traditionnelles. Le roi n'était plus simplement un chef parmi d'autres. Il devenait une figure presque inaccessible, entourée de protocoles et de mystères. Ce style de gouvernement, qui pouvait sembler étranger aux premières traditions des Ariens, allait pourtant devenir une caractéristique durable des cours iraniennes. Sous les successeurs de Dégocès, notamment Siaxarès, le royaume mède se transforma en une véritable puissance militaire. L'armée fut réorganisée, structurée non plus seulement par clan, mais par type d'unité, archers, cavaliers, fantassins. Cette évolution permit une efficacité nouvelle sur le champ de bataille, une discipline qui manquait aux anciennes formations tribales. Lorsque l'Empire assyrien commença à vaciller, affaibli par des révoltes internes et des luttes de succession, les Mèdes saisirent leur chance. Alliés aux Babyloniens, ils participèrent à la destruction de Ninive en 612 avant notre ère. La chute de cette capitale, autrefois symbole de puissance absolue, résonna comme un tournant. Un monde s'effondrait et un autre prenait forme. Le royaume Mède s'étendit alors largement, dominant une grande partie du plateau iranien et au-delà. Il semblait solide, prospère, presque invincible. Mais dans l'ombre de cette puissance montante, au sud, dans la région de Parsa, un jeune homme observait. Il s'appelait Cyrus. Eh bien, Cyrus n'était pas encore ce nom que l'histoire allait graver avec une force presque mythique. À ce moment-là, il n'était qu'un prince parmi d'autres, héritier d'un royaume modeste niché dans les terres austères de Parsa. Pourtant, même dans les récits les plus anciens, quelque chose semble déjà le distinguer, non pas une puissance évidente, mais une patience, une capacité à observer, à attendre, à comprendre les mécanismes invisibles du pouvoir. Il avait grandi à l'ombre du royaume Mède, dans un monde où la hiérarchie semblait établie une fois pour toutes. Les Mèdes dominaient, les Perses obéissaient. Mais Cyrus avait vu de près cette domination, ayant été en partie élevé à la cour de son grand-père, le roi Astiage. Là, au cœur même du pouvoir, il avait appris non seulement les rituels et les apparences de la royauté, mais aussi ses failles, les rivalités internes, les loyautés fragiles, les tensions que même les murs d'Ecbatane ne pouvaient contenir indéfiniment. Lorsqu'il hérita du petit royaume d'Anshan vers 559 avant notre ère, rien ne laissait présager un bouleversement imminent. Pendant plusieurs années, il se comporta en vassal exemplaire,
Il paya le tribut, respecta les formes, évita toute confrontation directe. Cette discrétion n'était pas de la faiblesse, c'était une stratégie. Puis, autour de 550 avant notre ère, quelque chose bascula. Les sources anciennes parlent d'une révolte presque sans violence, d'un renversement aussi rapide qu'inattendu. Mais derrière cette apparente simplicité se cachait une réalité plus complexe. De nombreux chefs mèdes, lassés du règne d'Astiage, choisirent de soutenir Cyrus avant même que les armées ne s'affrontent véritablement. Les alliances changèrent de camp, les fidélités se fissurèrent, et lorsque le moment décisif arriva, la résistance s'effondra presque d'elle-même. Ecbatane ouvrit ses portes. Astiage fut capturé, mais contrairement à ce que l'on aurait pu attendre dans un tel contexte, il ne fut ni exécuté ni humilié publiquement. Cyrus choisit une autre voie. Il absorba le royaume mède au lieu de le détruire. Les élites conservèrent leur position, les structures administratives restèrent en place, et les traditions mèdes continuèrent d'exister au sein du nouveau pouvoir. Ce choix n'était pas seulement moral, il était profondément politique. Cyrus comprenait que la force brute ne suffisait pas pour gouverner un territoire aussi vaste et diversifié. Il fallait intégrer, adapter, légitimer. En cela, il posait les bases d'un empire différent, non pas fondé uniquement sur la conquête, mais sur la continuité. Avec la chute des Mèdes, une nouvelle réalité émergea. Le pouvoir venait de changer de main, mais le système restait fonctionnel. Et surtout, Cyrus disposait désormais d'une base solide pour aller plus loin. Il se tourna vers l'ouest. Là, dans les riches terres d'Anatolie, régnait un roi dont la richesse était devenue légendaire, Crésus, souverain de Lydie. Son nom était synonyme d'opulence, ses trésors faisaient l'admiration du monde grec, et son royaume semblait aussi stable que prospère. Pourtant, même les plus puissants peuvent se tromper. Avant d'entrer en guerre, Crésus consulta l'oracle de Delphes. La réponse fut énigmatique. S'il traversait le fleuve Alice, il détruirait un grand empire. Convaincu que la prophétie lui était favorable, il franchit la frontière. L'empire qui allait être détruit n'était pas celui qu'il imaginait. Cyrus réagit avec une audace remarquable. Au lieu d'attendre la fin de la saison militaire, il lança une campagne hivernale, une décision inattendue qui prit des Lydiens de court. Près de Sardes, la capitale, les armées s'affrontèrent brièvement et en quelques semaines, la ville tomba. Crésus fut capturé. Les récits divergent sur son sort. Certains affirment que Cyrus, impressionné par sa sagesse tardive, lui épargna la vie et en fit un conseiller. D'autres évoquent une fin plus tragique. Mais dans tous les cas, l'image qui demeure est celle d'un roi vaincu par sa propre certitude, face à un adversaire qui savait transformer chaque situation en avantage. 2 ans plus tard, Cyrus dirigea ses regards vers une autre cible, bien plus imposante encore, Babylone. À cette époque, la ville était considérée comme l'une des merveilles du monde. Ses murailles gigantesques, ses temples majestueux, ses jardins suspendus, tout en elle respirait la grandeur et la permanence. Mais sous cette surface, le pouvoir du roi Nabonide était contesté. Les prêtres, les élites, une partie de la population lui reprochaient ses choix religieux et son éloignement prolongé de la capitale. Cyrus comprit qu'il n'avait pas besoin de détruire Babylone pour la conquérir. En 539 avant notre ère, ses troupes approchèrent de la ville. Selon certaines traditions, elles détournèrent le cours de l'Euphrate pour pénétrer par le lit asséché du fleuve. Mais ce qui est certain, c'est que Babylone tomba avec une facilité surprenante. Les portes furent ouvertes, souvent sans combat majeur. Cyrus entra dans la ville, non pas comme un envahisseur, mais comme un libérateur. Il participa aux rites locaux, respecta les traditions religieuses et se présenta comme choisi par le dieu Marduk lui-même. Peu après, il fit graver un texte sur un cylindre d'argile, un document qui traverserait les siècles. On y lit qu'il restaura les temples, permit aux peuples déportés de retourner sur leurs terres et mit fin à certaines pratiques oppressives. Parmi ceux qui bénéficièrent de cette politique se trouvaient les Juifs exilés à Babylone. Autorisés à rentrer à Jérusalem, ils garderaient de Cyrus une mémoire exceptionnelle, le décrivant dans leurs textes sacrés comme un instrument de la volonté divine. Était-ce de la tolérance sincère ou une stratégie habile? Peut-être les deux, car Cyrus avait compris une chose essentielle. Un empire ne se maintient pas uniquement par la peur, il se construit aussi par l'adhésion. À son apogée, son empire s'étendait de la mer Égée
aux confins de l'Asie centrale. Une immensité inédite, composée de peuples, de langues, de traditions différentes. Et pourtant, malgré cette diversité, une forme d'unité émergeait, fragile mais réelle. Vers 530 avant notre ère, lors d'une campagne contre des tribus nomades à l'est, Cyrus trouva la mort. Les circonstances restent floues, entourées de récits contradictoires. Mais son corps fut ramené à Pasargadès, où un tombeau simple, presque austère, fut érigé. On raconte qu'une inscription y figurait. Je suis Cyrus, fils de Cambyse, qui fonda l'empire des Perses et régna sur l'Asie. Ne m'envie pas ce monument. Dans cette phrase, il y a une forme de lucidité, une reconnaissance que même les plus grands empires ne sont que des moments dans le temps. Mais ce que Cyrus avait créé ne disparaîtrait pas avec lui. Au contraire, ce n'était que le commencement. La mort de Cyrus ne provoqua pas l'effondrement que l'on aurait pu craindre. Au contraire, l'édifice qu'il avait patiemment construit se révéla suffisamment solide pour survivre à la disparition de son fondateur. Son fils, Cambyse II, hérita d'un empire immense, déjà étendu sur des territoires que peu d'hommes pouvaient même imaginer dans leur totalité. Mais hériter d'un empire n'était pas la même chose que le maintenir. Cambyse comprenait que pour asseoir définitivement la puissance perse, il fallait regarder vers une terre dont la richesse et le prestige rivalisaient avec ceux de Babylone, l'Égypte. Depuis des siècles, ce royaume ancien, ancré dans les crues du Nil, fascinait et résistait à ses voisins. Le conquérir, c'était non seulement agrandir l'empire, mais aussi s'inscrire dans une continuité de grandeur presque mythique. En 525 avant notre ère, Cambyse lança son expédition. Traverser le désert du Sinaï avec une armée entière relevait de l'exploit. Mais grâce à l'aide de tribus arabes qui fournirent de l'eau transportée dans des outres de cuir, l'armée perse parvint à franchir cet obstacle naturel. Le choc décisif eut lieu près de Péluse, à l'entrée du delta du Nil. Là, les forces du pharaon Psamétique III furent défaites, et l'Égypte, après des millénaires d'indépendance, passa sous domination perse. Cambyse entra à Memphis en conquérant, mais il ne se contenta pas de gouverner en étranger. Il adopta les titres et les symboles pharaoniques, se faisant représenter dans les temples selon les traditions locales, portant la double couronne de Haute et Basse Égypte. Comme son père avant lui, il comprenait que régner sur des peuples différents nécessitait une forme d'adaptation, presque d'incarnation. Pendant 3 ans, il administra l'Égypte, maintenant les structures existantes tout en y intégrant des représentants perses. Les impôts continuaient d'être collectés, les temples entretenus, les rites respectés. Mais derrière cette apparente continuité, l'empire s'étendait toujours davantage, et avec lui, les tensions. Une tentative d'expédition vers le sud, en direction de la Nubie, échoua. Le désert, encore une fois, rappela ses limites. Les lignes d'approvisionnement s'étirèrent dangereusement, et l'armée dut battre en retraite. Ce fut un rappel brutal. Même les empires les plus puissants restaient soumis aux contraintes du monde naturel. Puis, soudainement, tout vacilla. Au printemps de l'an 522 avant notre ère, alors que Cambyse était en route pour revenir de sa campagne, il mourut dans des circonstances troubles. Certains récits parlent d'une blessure accidentelle, d'autres d'une maladie, voire d'un complot. Mais ce qui importait n'était pas tant la cause de sa mort que ses conséquences immédiates. Il n'y avait pas d'héritier clair. Et dans ce vide, les rumeurs commencèrent à circuler. On disait que Cambyse avait autrefois fait assassiner son propre frère, Bardiya, par crainte d'une rivalité. Mais bientôt, un homme apparut, affirmant être ce frère supposément mort. Il se nommait Gomata, un prêtre mage, et il déclara que le roi avait menti, que Bardiya était bien vivant et qu'il revenait pour réclamer son trône. À la surprise de beaucoup, une grande partie de l'Empire accepta cette version. Pourquoi ? Peut-être parce que le pouvoir central semblait soudain fragile. Peut-être parce que les provinces voyaient dans ce nouveau souverain une alternative plus favorable. Ou peut-être simplement parce que, dans un empire aussi vaste, la vérité importait moins que la stabilité. C'est alors qu'un autre homme entra en scène. Darius. Il n'était pas l'héritier direct de Cyrus, mais appartenait à une branche collatérale de la famille achéménide. Jusqu'alors, il avait servi comme garde du corps royal, un rôle important mais discret.
Pourtant, il possédait une qualité rare, une détermination froide, presque implacable. Avec ils se rendirent jusqu'au palais où résidait Gomata, et là, dans une action rapide et violente, ils le tuèrent. Le geste était audacieux, mais il ne suffisait pas. Car tuer un roi ne faisait pas automatiquement de vous son successeur. Darius devait maintenant convaincre un empire entier de la légitimité de son pouvoir. Pour cela, il choisit une méthode aussi spectaculaire que durable. Sur une falaise abrupte, à Beistoun, le long d'une route importante reliant Babylone à Ecbatane, il fit graver un immense récit dans la pierre. Écrit en 3 langues, vieux perse, élamite et babylonien, ce texte racontait son ascension, dénonçait Gomata comme un imposteur et affirmait que les dieux, en particulier Ahura Mazda, lui avaient accordé la victoire. Au-dessus des inscriptions, une scène sculptée montrait Darius triomphant, le pied posé sur le corps du prétendant, tandis que des chefs rebelles étaient représentés enchaînés devant lui. Ce n'était pas seulement une déclaration, c'était une mise en scène du pouvoir, destinée à être vue, lue, crue. Mais malgré cette affirmation, l'Empire ne se soumit pas immédiatement. Des révoltes éclatèrent presque partout, en Babylonie, en Médie, en Égypte, dans les provinces orientales. Des hommes se levèrent, chacun revendiquant le pouvoir ou l'indépendance. L'empire que Cyrus avait uni menaçait de se fragmenter en quelques mois. Darius réagit avec une efficacité remarquable. Plutôt que de rassembler une armée massive, il envoya plusieurs forces mobiles, dirigées par des généraux de confiance. Une par une, les rébellions furent écrasées. En moins de 2 ans, l'ordre fut restauré. Cette rapidité révélait quelque chose d'essentiel. Malgré la crise, les structures administratives de l'Empire fonctionnaient toujours. Mais Darius ne s'arrêta pas là. Il comprit que pour éviter de nouvelles crises, il fallait transformer l'Empire en un système durable, organisé, presque mécanique. Il divisa le territoire en une vingtaine de provinces, appelées satrapies. Chacune était dirigée par un satrape, responsable de la collecte des impôts, de la sécurité et de l'administration. Cependant, pour éviter que ces gouverneurs ne deviennent trop puissants, Darius mit en place un système de contrôle ingénieux. Les commandants militaires ne dépendaient pas des satrapes, mais directement du roi. Et des inspecteurs itinérants, surnommés les yeux et les oreilles du roi, parcouraient les provinces sans prévenir, surveillant, rapportant, corrigeant. C'était un équilibre délicat entre autonomie locale et contrôle central. Pour relier cet immense territoire, Darius fit également construire et améliorer un réseau routier impressionnant. La plus célèbre de ces routes, la route royale, s'étendait sur près de 2700 km, reliant Sardes à Suse. Des relais permettaient aux messagers de parcourir cette distance en quelques jours seulement, une prouesse qui fascinait les observateurs étrangers. À cela s'ajoutèrent des réformes économiques, une monnaie d'or standardisée, le daric, des poids et mesures uniformes facilitant le commerce à travers tout l'Empire. Peu à peu, ce vaste ensemble disparate commença à fonctionner comme une unité cohérente. Et au cœur de cette unité, Darius entreprit la construction d'un lieu destiné à incarner toute la grandeur de son règne. Persépolis. Érigée sur une immense terrasse de pierre, la ville n'était pas seulement un centre administratif, mais un symbole. Ses palais, ses colonnes, ses escaliers ornés de reliefs représentaient des délégations venues de toutes les régions de l'Empire, portant des tribus, chacun dans ses vêtements traditionnels. C'était une image du monde tel que Darius le concevait, un ensemble de peuples différents, unis sous une seule autorité. Mais même les systèmes les plus parfaitement conçus ne peuvent éliminer toutes les tensions. À l'ouest, dans les cités grecques d'Ionie, quelque chose commençait à gronder. Et bientôt, ce murmure deviendrait un défi. À l'extrémité occidentale de l'Empire, là où les terres d'Asie mineure s'ouvrent sur les eaux agitées de la mer Égée, les cités grecques d'Ionie vivaient depuis des décennies sous domination perse. En apparence, l'ordre régnait. Des tyrans locaux, installés avec l'approbation des satrapes, administraient les villes, collectaient les impôts, maintenaient la paix. Mais sous cette surface de stabilité, un malaise profond s'était installé, presque imperceptible au début, puis de plus en plus difficile à contenir. Les habitants de ces cités n'étaient pas seulement soumis à une autorité étrangère, ils avaient aussi perdu quelque chose de plus subtil, mais tout aussi essentiel, leur autonomie politique,
leur capacité à décider par eux-mêmes. Pour des communautés habituées au débat public, aux assemblées, aux tensions internes réglées par la parole autant que par la force, cette dépendance était une blessure silencieuse. En 499 avant notre ère, cette tension trouva un point de rupture. À Milet, une ville prospère et intellectuellement vivante, un homme nommé Aristagoras décida de jouer un jeu dangereux. Initialement impliqué dans une expédition ratée contre l'île de Naxos, il comprit rapidement que sa position était menacée. Pour se sauver, il transforma l'échec en opportunité. Il appela à la révolte contre les Perses, espérant rallier les cités ioniennes à sa cause. Mais une révolte isolée n'avait que peu de chances de réussir face à la puissance de l'Empire. Aristagoras chercha donc du soutien au-delà de la mer. Il se rendit en Grèce continentale, implorant l'aide des grandes cités. Sparte refusa, prudente, consciente des risques d'une telle entreprise. Athènes, en revanche, accepta d'envoyer un soutien modeste, 20 navires, un geste limité mais chargé de symbolisme. C'était suffisant pour enflammer la situation. Les insurgés marchèrent sur Sardes, capitale régionale perse, et mirent le feu à la ville. Les flammes s'élevèrent dans la nuit, consumant les bâtiments, projetant une lumière inquiétante sur les collines environnantes. Pour les Grecs, c'était un acte de défi. Pour Darius, c'était une insulte. Lorsqu'il apprit la nouvelle à Suse, le roi ne réagit pas avec colère immédiate, mais avec une froide détermination. Selon les récits, il ordonna à un serviteur de lui rappeler chaque jour, 3 fois, le nom des Athéniens. Non pas par obsession, mais pour que le souvenir de l'affront ne s'efface jamais. La révolte fut écrasée en 494 avant notre ère. Milet fut prise, ses habitants dispersés ou réduits en esclavage. L'ordre fut rétabli, mais quelque chose avait changé. Le conflit ne resterait pas localisé. Darius tourna désormais son regard vers la Grèce elle-même. La première tentative d'expédition, en 492 avant notre ère, échoua avant même d'atteindre son objectif. Une tempête violente détruisit une partie de la flotte perse près du mont Athos, rappelant brutalement que même les projets les mieux préparés restaient soumis aux caprices de la nature. 2 ans plus tard, une nouvelle armée fut envoyée. Cette fois, les forces perses traversèrent la mer Égée, incendièrent la ville d'Érétrie, puis débarquèrent sur la plaine de Marathon, à une courte distance d'Athènes. C'est là, en 490 avant notre ère, que se produisit un affrontement dont la mémoire traverserait les siècles. Les Perses, nombreux, expérimentés, habitués aux campagnes vastes et variées, faisaient face à une force grecque bien plus réduite, composée principalement d'hoplites athéniens. Ces soldats lourdement armés, protégés par leurs boucliers et leurs cuirasses, combattaient en formation serrée, chaque homme dépendant de son voisin. Au lieu d'attendre, les Grecs prirent l'initiative. Ils chargèrent. Sur la plaine de Marathon, cette décision transforma le combat. Les lignes perses, adaptées à des engagements plus souples, furent prises de court. Les ailes grecques se refermèrent, enveloppant les forces adverses. Le combat fut bref, violent, décisif. Les Perses furent repoussés vers leurs navires. La victoire grecque ne mit pas fin à la puissance perse, mais elle brisa une illusion. L'Empire pouvait être défié. Darius, cependant, ne renonça pas. Il prépara une nouvelle campagne, plus vaste, plus ambitieuse. Mais il mourut en 486 avant notre ère, laissant à son fils Xerxès la tâche de poursuivre ce projet. Xerxès ne se contenta pas de reprendre les plans de son père, il les amplifia. Son armée, immense, rassemblait des hommes venus de toutes les régions de l'Empire, Perses, Mèdes, Égyptiens, Babyloniens, Indiens, une mosaïque humaine reflétant l'étendue du pouvoir achéménide. Pour franchir le détroit de l'Hellespont, il fit construire un pont de bateaux, permettant à ses troupes de passer d'Asie en Europe comme si la mer elle-même s'était soumise à sa volonté. Face à cette force, les cités grecques, souvent divisées, durent s'unir. En 480 avant notre ère, dans un étroit passage montagneux appelé les Thermopyles, une petite force dirigée par le roi spartiate Léonidas tenta de bloquer l'avancée perse. Pendant 3 jours, ils résistèrent, exploitant la géographie pour compenser leur infériorité numérique. Mais une trahison révéla un chemin permettant de contourner leur position. Les défenseurs furent encerclés. Plutôt que de fuir, Léonidas et ses hommes choisirent de rester. Ils combattirent jusqu'au dernier, transformant leur défaite en symbole. Xerxès poursuivit sa marche et entra dans Athènes,
qu'il fit incendier. Les temples, les maisons, les symboles de la cité furent réduits en cendres. Mais encore une fois, la guerre ne se jouerait pas uniquement sur terre. Dans les eaux étroites de Salamine, la flotte grecque, plus petite mais plus agile, attira les navires perses dans un espace où leur nombre devenait un handicap. La bataille fut chaotique, violente, décisive. Les navires perses, incapables de manœuvrer efficacement, furent détruits en grand nombre. Xerxès, observant la scène depuis la côte, vit son avantage se dissoudre. L'année suivante, en 479 avant notre ère, les forces perses restantes furent vaincues à Platée. Cette fois, le coup était définitif. L'Empire perse ne tenterait plus jamais une invasion de la Grèce continentale à cette échelle. Mais la véritable conséquence de ces guerres ne résidait pas uniquement dans les batailles. Elle se trouvait dans les esprits. Pour les Grecs, ces victoires nourrirent un sentiment de confiance, une conviction que leur modèle pouvait rivaliser avec les plus grandes puissances. Pour les Perses, elles introduisirent une question plus subtile, plus inquiétante. Si certaines régions pouvaient résister, qu'en était-il des autres? À Persépolis, la cour continuait de fonctionner, les cérémonies se poursuivaient, les tribus affluaient. Mais sous cette apparente stabilité, des fissures apparaissaient. Le pouvoir, désormais, n'était plus incontesté. Et dans les décennies qui suivirent, ces fissures allaient s'élargir, lentement, inexorablement. Le temps, qui avait jusque-là semblé accompagner la grandeur de l'Empire perse, commença à se faire plus incertain, presque instable. Les guerres contre les cités grecques n'avaient pas détruit l'Empire, loin de là. Ses frontières restaient vastes, ses richesses immenses, ses routes actives. Mais quelque chose, dans son cœur même, s'était déplacé. Une confiance s'était fissurée, un équilibre subtil avait été rompu. À la cour de Persépolis, les cérémonies continuaient avec la même magnificence. Les délégations venues des quatre coins de l'Empire apportaient leurs tribus. Les colonnes sculptées s'élevaient toujours vers le ciel, et les rois achéménides maintenaient les apparences d'un pouvoir absolu. Pourtant, derrière cette façade, les tensions s'accumulaient. Les intrigues de palais devenaient plus fréquentes, les successions plus violentes, les loyautés plus fragiles. En 465 avant notre ère, Xerxès fut assassiné dans ses propres appartements. Le geste, brutal et intime, révélait une vérité que les batailles n'avaient pas encore pleinement exposée. Le danger venait désormais de l'intérieur. Le chef de la garde royale, Artaban, fut impliqué dans le complot, mais lui-même fut rapidement éliminé. Le trône passa alors à Artaxerxès Ier, fils de Xerxès, dans une atmosphère de suspicion et de peur. Ce cycle de violence ne serait pas une exception, il deviendrait une constante. Au fil des décennies, le pouvoir impérial, autrefois centralisé et solide, commença à se fragmenter. Les satrapes, ces gouverneurs provinciaux que Darius avait si soigneusement intégrés dans un système de contrôle équilibré, gagnèrent en autonomie. Ils disposaient de richesses considérables, de forces militaires locales et surtout d'une distance géographique qui les protégeait des interventions directes. Lorsque l'autorité du roi faiblissait, même légèrement, certains d'entre eux testaient les limites. Au IVe siècle avant notre ère, plusieurs de ces gouverneurs se révoltèrent ouvertement. Ce que l'on appelle aujourd'hui la grande révolte des satrapes vit des provinces entières défier le pouvoir central, parfois en coordination, souvent de manière opportuniste. L'Empire résista, mais à chaque crise, il perdait un peu de sa cohésion. Et pourtant, malgré ces tensions politiques, une forme de continuité persistait dans les profondeurs de la société perse. La religion en particulier jouait un rôle stabilisateur. Le zoroastrisme, hérité des traditions anciennes des Ariens, s'était progressivement structuré en un système cohérent. Il proposait une vision du monde claire, une lutte permanente entre la vérité, Acha, et le mensonge, Drouge, entre la lumière et les ténèbres. Le roi lui-même se présentait comme le défenseur de l'ordre cosmique, chargé de maintenir l'équilibre face aux forces du chaos. Des temples du feu, entretenus par des prêtres appelés mages, jalonnaient le territoire. Ces flammes, jamais éteintes, symbolisaient la pureté et la continuité. Dans un monde politique incertain, elles offraient une stabilité spirituelle. Mais même cette stabilité ne pouvait compenser indéfiniment les faiblesses structurelles de l'Empire. Au IVe siècle, un roi tenta de restaurer l'autorité centrale avec une énergie renouvelée, Artaxerxès III.
Il reprit le contrôle de l'Égypte, réprima les révoltes, imposa une discipline stricte. Pendant un court moment, il sembla que l'Empire retrouvait sa vigueur d'antan. Puis, comme souvent dans cette période, tout bascula à nouveau. En 338 avant notre ère, Artaxerxès III fut empoisonné, probablement par son propre vizir. Les successions qui suivirent furent rapides, confuses, marquées par des manipulations et des assassinats. Le trône achéménide, autrefois symbole de stabilité, devenait un objet de lutte permanente. C'est dans ce contexte de fragilité interne qu'apparut une menace venue de l'extérieur. À l'ouest, dans un royaume longtemps considéré comme périphérique, une nouvelle puissance avait émergé. La Macédoine, sous le règne de Philippe II, s'était transformée en une force militaire redoutable. À sa mort, en 336 avant notre ère, son fils Alexandre hérita non seulement de son armée, mais aussi de son ambition. Alexandre n'avait que 22 ans, mais il possédait une combinaison rare, une formation intellectuelle exceptionnelle. Il avait été élève d'Aristote et une capacité militaire hors du commun. Là où d'autres voyaient l'Empire perse comme une entité trop vaste pour être attaquée, lui y voyait une structure affaiblie, prête à céder sous une pression bien dirigée. En 334 avant notre ère, il traversa l'Hellesponte avec une armée d'environ 40 000 hommes. Face à lui, l'Empire perse semblait écrasant. Mais en réalité, il était désorganisé, miné par ses propres divisions. Les premières batailles en Asie mineure confirmèrent cette faiblesse. Les forces locales furent défaites, les villes tombèrent les unes après les autres. Puis vint la rencontre directe. En 333 avant notre ère, à Issos, Alexandre affronta Darius III en personne. Le roi perse disposait d'une armée bien plus nombreuse, mais le terrain étroit limita cet avantage. Alexandre, utilisant sa cavalerie avec une précision presque chirurgicale, brisa les lignes ennemies. Darius prit la fuite. Ce moment fut décisif, non seulement sur le plan militaire, mais aussi symbolique. Le roi des rois, représentant de l'ordre impérial, abandonnait le champ de bataille. Son camp, sa famille, tout fut laissé derrière lui. Alexandre, dans un geste calculé, traita les femmes royales avec respect, renforçant ainsi son image de souverain légitime plutôt que de simple conquérant. Mais la guerre n'était pas terminée. 2 ans plus tard, en 331 avant notre ère, les deux armées se retrouvèrent à Gaugamel, sur une plaine soigneusement préparée par Darius pour favoriser ses chars de guerre. Cette fois encore, l'avantage numérique était du côté perse. Et pourtant, l'issue fut la même. La stratégie d'Alexandre, sa capacité à exploiter les failles, à frapper au moment précis, transforma la bataille en une nouvelle défaite pour Darius. Une fois encore, il s'enfuit. Cette fois, c'était la fin. Babylone ouvrit ses portes, Suse suivit, et enfin, Persépolis elle-même tomba. Ce qui se produisit ensuite reste entouré de débats. Certains récits parlent d'un acte délibéré, une vengeance pour la destruction d'Athènes un siècle plus tôt. D'autres évoquent un banquet qui aurait dégénéré. Quoi qu'il en soit, le résultat fut le même. Persépolis brûla. Les flammes dévorèrent les palais, les trésors, les archives. Ce qui avait été conçu comme un symbole d'éternité disparut en une nuit. Avec cet incendie, l'empire achéménide prit fin. Mais l'histoire de l'Iran, elle, ne s'arrêta pas. Car même Alexandre, dans sa victoire, comprit quelque chose d'essentiel. On ne conquiert pas cette terre sans être transformé par elle. Alexandre avait conquis l'empire perse avec une rapidité qui défiait toute attente. Mais conquérir n'était qu'une étape. Gouverner, transformer, intégrer, voilà les défis qui s'imposaient désormais à lui, et il se révélerait autrement plus complexe que les batailles gagnées sur les plaines d'Asie. Très tôt, il comprit que la domination purement macédonienne ne suffirait pas à maintenir l'unité de cet immense territoire. Alors, dans un geste qui déconcerta profondément ses propres officiers, il commença à adopter certaines pratiques perses. Il revêtit les habits de la cour achéménide, introduisit des rituels comme la proskinèse, cette forme de prosternation que les Perses réservaient au roi, et intégra des nobles iraniens dans son administration. Ce n'était pas une simple imitation, c'était une tentative de fusion. En 327 avant notre ère, il épousa Roxane, une princesse bactrienne,
et encouragea ses généraux à faire de même avec des femmes perses. Il rêvait d'un empire où les distinctions entre Grecs et Perses s'effaceraient, où une nouvelle élite, mêlée, gouvernerait un monde unifié. Mais ce rêve restait fragile. Ces soldats macédoniens, habitués à une relation plus directe avec leur roi, voyaient dans ces changements une trahison de leur tradition. Les tensions s'accumulaient, les incompréhensions se multipliaient. Alexandre avançait vite, trop vite peut-être, dans un projet que le temps seul aurait pu stabiliser. Et puis, en 323 avant notre ère, à Babylone, il mourut. Il n'avait que 32 ans. Sa mort fut aussi soudaine que ses conquêtes avaient été rapides. Et presque immédiatement, l'empire qu'il avait créé commença à se disloquer. Ses généraux, connus sous le nom de Diadoques, se disputèrent son héritage dans une série de guerres longues et violentes. L'unité ne survécut pas à son absence. Après des décennies de conflits, le plateau iranien passa sous le contrôle de l'un de ses successeurs, Séleucos. Ainsi naquit l'Empire séleucide. Contrairement aux conquérants précédents, les Séleucides ne se contentèrent pas de dominer. Ils tentèrent de transformer la surface même du monde iranien. Des colonies grecques furent établies à travers le territoire, des villes nouvelles fondées selon des plans géométriques, avec des places publiques, des gymnases, des théâtres. La langue grecque devint celle de l'administration, des élites, des échanges officiels. Des cités comme Séleucie, sur le Tibre, atteignirent une taille impressionnante, rivalisant avec les plus grandes villes de l'époque. Les monnaies portaient des inscriptions grecques, les institutions s'inspiraient des modèles hellénistiques, et une nouvelle culture semblait s'imposer. Mais cette transformation, aussi visible fût-elle, restait en surface. Car au-delà des murs de ces villes, dans les campagnes, dans les vallées, dans les villages dispersés sur le plateau, la vie continuait selon des rythmes plus anciens. Les dialectes iraniens restaient la langue du quotidien. Les temples du feu continuaient de brûler, entretenus par des prêtres dont les traditions remontaient bien avant Alexandre. Les structures sociales locales, familles, clans, hiérarchie rurale, demeuraient intactes. C'était comme si deux mondes coexistaient, sans jamais totalement se fondre. Les Séleucides gouvernaient un empire immense, mais leur contrôle était inégal. Les régions occidentales, plus proches de la Méditerranée, recevaient l'essentiel de leur attention. À l'est, les provinces iraniennes devenaient de plus en plus autonomes, parfois simplement négligées. Et dans ces marges, quelque chose commençait à émerger. Au nord-est, dans une région appelée Parthie, un peuple iranien nommé les Parnis observait attentivement les évolutions du pouvoir. Nomades à l'origine, habitués aux mouvements rapides et à l'adaptation, ils comprenaient les signes de faiblesse. Vers 247 avant notre ère, leur chef, Arsas, passa à l'action. Il s'empara de la région, établit son autorité et fonda ce qui allait devenir une nouvelle dynastie, les Arsacides. Ce geste, au départ local, marquait en réalité le début d'un basculement plus large, car contrairement aux Séleucides, les Parthes n'étaient pas des étrangers, ils étaient iraniens. Au fil des décennies, leur pouvoir s'étendit. Mais c'est sous le règne de Mithridate Ier, au IIe siècle avant notre ère, que la transformation devint évidente. Stratège patient, il exploita les faiblesses croissantes de l'empire séleucide. Il conquit la Médie, puis la Mésopotamie, s'emparant de régions riches et stratégiques. Lorsque le roi séleucide Démétrios II fut capturé, l'image était claire. Les héritiers d'Alexandre perdaient leur emprise sur l'Iran. Les Parthes ne cherchaient pas à effacer l'héritage grec, ils l'intégrèrent. Les monnaies continuaient d'utiliser le grec, certains nobles adoptaient des noms hellénistiques, et l'art reflétait une fusion des influences. Mais la structure politique, elle, était profondément iranienne. Le pouvoir reposait sur un système féodal, où de grandes familles nobles contrôlaient des territoires étendus. Ces clans, comme les Surènes ou les Carènes, fournissaient l'élite militaire, notamment la cavalerie lourde, ces cavaliers cuirassés qui deviendraient célèbres pour leur efficacité redoutable. Le roi n'était pas un monarque absolu au sens achéménide. Il était un primus inter pares, un premier parmi ses pairs, dépendant de l'équilibre entre ces puissantes familles. Ce système offrait à la grande flexibilité et une fragilité constante. Sur le plan culturel, une nouvelle synthèse prenait forme. Les palais parthes introduisirent l'iwan, une grande salle voûtée ouverte d'un côté, qui deviendrait un élément central de l'architecture iranienne. Les routes commerciales, notamment celle de la future route de la soie,
traversaient le territoire, apportant richesse et échanges. La capitale, Ctésiphon, sur le Tigre, devint un centre majeur, symbole de cette nouvelle puissance. Mais à l'ouest, un autre empire observait. Rome. Expansionniste, disciplinée, confiante dans la supériorité de ses légions, elle avançait progressivement vers l'est, et inévitablement, les deux puissances entrèrent en collision. En 53 avant notre ère, un général romain, Crassus, franchit l'Euphrate avec une armée imposante. Il cherchait la gloire, la richesse, une victoire comparable à celle de ses rivaux politiques. Ce qu'il trouva fut tout autre. Face à lui, les Parthes déployèrent une stratégie radicalement différente de celle des armées occidentales. Leur cavalerie, mobile, insaisissable, harcelait les légions à distance, refusant l'affrontement direct. Les archers montés tiraient en mouvement, leurs flèches s'abattant sans relâche. Les Romains, habitués à des combats rapprochés, se retrouvèrent impuissants. À Car, l'armée romaine fut anéantie. Crassus lui-même mourut, et les enseignes sacrées de Rome furent capturées. Une humiliation profonde, durable. Ce n'était pas une victoire totale au sens territorial, mais c'était un message. L'Iran, une fois encore, ne se laissait pas soumettre. La victoire des Parthes contre Rome à Car n'avait pas seulement marqué un triomphe militaire. Elle avait révélé quelque chose de plus profond, presque structurel. Une capacité à résister sans nécessairement conquérir, à contenir plutôt qu'à dominer. Pendant des siècles, cette frontière entre Rome et le monde iranien allait osciller, se tendre, se relâcher, mais sans jamais céder complètement d'un côté ou de l'autre. Les deux empires apprirent à se connaître dans la guerre. Les Romains, disciplinés, méthodiques, excellaient dans les sièges et les batailles rangées. Les Parthes, eux, maîtrisaient l'espace, la mobilité, la patience. Aucun ne pouvait imposer une victoire décisive. Les campagnes s'enchaînaient, les territoires changeaient temporairement de main, mais la ligne de fracture, quelque part autour de l'Euphrate, persistait comme une cicatrice ancienne. Cette rivalité épuisait les deux puissances. Mais, comme souvent dans l'histoire iranienne, la véritable transformation ne viendrait pas de l'extérieur. Elle naîtrait de l'intérieur. Au IIIe siècle de notre ère, le système parthe, avec sa structure féodale et ses équilibres fragiles, commençait à montrer ses limites. Les grandes familles nobles, autrefois piliers du pouvoir, devenaient parfois des rivales. Le roi, dépendant de leur soutien, peinait à imposer une autorité centrale forte. Dans ce contexte, un homme surgit des profondeurs du plateau iranien. Il s'appelait Ardashir. Fils d'un chef local dans la région de Fars, il descendait d'une lignée liée aux traditions religieuses zoroastriennes. Mais plus que ses origines, c'était sa vision qui le distinguait. Là où les Parthes avaient gouverné par compromis, Ardashir voulait restaurer une idée plus ancienne, plus absolue du pouvoir, celle d'un roi unique, porteur d'un ordre divin. Pendant plusieurs années, il consolida son autorité localement, élargissant progressivement son influence. Ce ne fut pas une conquête rapide, mais une montée méthodique, presque inévitable. Puis en 224 de notre ère, il affronta le dernier roi parthe, Artaban IV. La bataille eut lieu près de la rivière Ormose, et elle fut décisive. Artaban fut tué. Avec lui s'éteignait la dynastie arsacide, qui avait dominé l'Iran pendant près de 5 siècles. Mais plus encore, c'était un modèle de pouvoir qui disparaissait. Un nouveau monde commençait. Ardashir fonda la dynastie sassanide, du nom de son ancêtre Sassan. Et dès le début, il affirma une rupture claire avec le passé. Là où les Parthes avaient toléré une certaine autonomie des élites locales, les Sassanides cherchèrent à centraliser, à unifier, à structurer. Le roi ne serait plus un premier parmi ses pairs. Il serait le Shahanshah, le roi des rois. Mais ce titre, déjà utilisé auparavant, prit sous les Sassanides une dimension nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement d'une supériorité politique, mais d'une légitimité sacrée. Le roi était désormais le représentant de l'ordre divin sur terre. Et cette dimension religieuse devint centrale. Le zoroastrisme, qui avait longtemps existé sans structure étatique rigide, fut institutionnalisé. Les prêtres, les mages, furent organisés en une hiérarchie claire. Les textes sacrés furent compilés, les doctrines précisées, les rituels standardisés.
Pour la première fois, la religion et l'État formaient un système cohérent. Des temples du feu furent construits à travers tout l'Empire, symbole visible de cette unité spirituelle. Le feu, éternel, pur, devenait l'image même de la continuité iranienne. Mais cette centralisation ne se limitait pas à la religion. L'administration fut réorganisée, les provinces mieux contrôlées, les armées renforcées. L'empire sassanide se voulait non seulement puissant, mais structuré, capable de rivaliser avec son grand adversaire occidental, Rome, devenu désormais l'Empire byzantin. Le fils d'Ardachir, Shapur Ier, incarna pleinement cette ambition. Il lança plusieurs campagnes contre les Romains, remportant des victoires spectaculaires. Mais l'un de ces affrontements allait entrer dans l'histoire comme un événement sans précédent. En 260 de notre ère, lors de la bataille d'Édesse, l'empereur romain Valérien fut capturé. Un empereur romain, pris vivant. Jamais une telle humiliation n'avait été infligée à Rome. Shapur fit immortaliser cette victoire sur les falaises de Nakhchorostam, non loin des tombes des anciens rois achéménides. Sur la pierre, on le voit à cheval, imposant, tandis qu'un empereur romain s'agenouille devant lui et qu'un autre tient la bride de sa monture. Ce n'était pas seulement une image, c'était un message. La Perse n'était plus une puissance régionale, elle était redevenue un empire capable de rivaliser avec les plus grands. Mais à l'intérieur, tout n'était pas parfaitement stable. Le IIIe siècle vit aussi émerger une figure singulière, Mani. Prophète visionnaire, il tenta de créer une nouvelle religion, le manichéisme, mêlant éléments du zoroastrisme, du christianisme et du bouddhisme. Son message, universel, séduisit de nombreux adeptes, mais inquiéta les autorités religieuses établies. Pendant un temps, il fut toléré, puis finalement rejeté. Son mouvement fut réprimé, mais ses idées continueraient de circuler bien au-delà de l'Iran. Au fil des siècles, l'empire sassanide se renforça, atteignant un niveau de sophistication remarquable. Sous le règne de Khosrow Ier, au VIe siècle, des réformes administratives profondes furent mises en place. Le système fiscal fut rationalisé, la société structurée en classes définies et l'État gagna en efficacité. Mais c'est dans le domaine intellectuel que cette période brilla particulièrement. L'académie de Gundi Shapur devint un centre de savoir exceptionnel, réunissant des savants venus de Grèce, d'Inde, de Syrie. Médecine, philosophie, mathématiques, les connaissances circulaient, se mélangeaient, se développaient. C'était un âge d'or discret, mais réel. Et pourtant, comme toujours, cette prospérité coexistait avec une tension permanente. Les guerres contre Byzance continuaient, drainant ressources et énergie. Sous Khosrow II, les armées perses allèrent jusqu'à prendre Jérusalem et l'Égypte, semblant enfin triompher dans ce conflit séculaire. Mais ce triomphe fut de courte durée. Les Byzantins contre-attaquèrent. Et lorsque la guerre s'acheva, au début du 7e siècle, les deux empires étaient épuisés, affaiblis, vulnérables. Et à leurs frontières, dans les déserts qu'ils avaient longtemps ignorés, une nouvelle force était en train de naître. Une force qui ne ressemblerait à aucune autre. Lorsque la paix fut enfin conclue entre l'Empire sassanide et Byzance en 628, elle n'apporta ni soulagement véritable, ni renouveau durable. Elle ressemblait plutôt à un silence lourd après une tempête trop longue. Les deux empires, vidés de leur force, tenaient encore debout, mais à peine. Le vernis de leur puissance subsistait, mais en dessous, les structures s'étaient profondément fragilisées. Pour la Perse, les conséquences furent immédiates. En l'espace de quelques années seulement, le trône sassanide devint un objet instable, presque maudit. Après la chute de Khosrow II, les prétendants se succédèrent à une vitesse vertigineuse. En 4 ans, pas moins de 8 souverains se disputèrent le pouvoir. Certains furent assassinés, d'autres déposés, d'autres encore manipulés par des factions rivales. L'autorité centrale, autrefois solide, se dissolvait. Les provinces, privées de direction claire, agissaient de manière autonome. Les généraux se méfiaient des courtisans, les nobles poursuivaient leurs propres intérêts, et les institutions patiemment construites par des générations de rois perdaient leur cohérence. C'est dans ce moment de désordre qu'apparut une force inattendue. Au sud, dans la péninsule arabique,
des tribus longtemps considérées comme marginales avaient été transformées par un événement radical, la naissance d'une nouvelle religion, l'islam, révélée au prophète Muhammad. En quelques années, ces tribus, autrefois divisées, furent unifiées par une foi commune, une vision partagée, une énergie collective que ni Rome ni la Perse n'avaient anticipée. Après la mort du prophète, en 632, ses successeurs, les califes, poursuivirent cette dynamique. Et bientôt, les armées arabes se mirent en mouvement. Au début, les Perses ne prirent pas cette menace au sérieux. Ces combattants venus du désert semblaient peu nombreux, peu organisés, presque insignifiants face à la tradition militaire sassanide. Mais cette perception allait se révéler fatale. En 636, près de l'Euphrate, les deux forces se rencontrèrent à Al-Qadisiyah. Pendant plusieurs jours, la bataille resta incertaine. Les troupes perses, dirigées par le général Rostam Farrokhzad, disposaient d'une expérience militaire considérable. Leurs éléphants de guerre semaient la terreur parmi les chevaux arabes. Leur formation tenait bon. Mais les Arabes possédaient autre chose. Une conviction. Une unité. Et peut-être, aussi, une capacité d'adaptation plus grande que leurs adversaires ne l'avaient imaginé. Le dernier jour, une tempête de sable s'abattit sur le champ de bataille. Le vent souffla en direction des lignes perses, brouillant leur vision, désorganisant leurs rangs. Rostam fut tué. L'armée se disloqua. La route vers Ctésiphon était ouverte. Lorsque les Arabes entrèrent dans la capitale sassanide, ils découvrirent une richesse accumulée sur des siècles. Tapis précieux, bijoux, objets d'or, archives, trésors. Le grand palais, avec son immense voûte, le Tak Kasra, dominait encore la ville, témoignage d'une grandeur désormais vacillante. Mais la chute de la capitale ne signifiait pas encore la fin. Le jeune roi Yasgar III tenta de résister. Il se retira vers l'est, cherchant à rallier des forces, à reconstruire une armée, à sauver ce qui pouvait encore l'être. Pendant plusieurs années, il erra à travers son propre empire, passant de province en province, dépendant de soutiens incertains, souvent trahis, parfois abandonnés. En 642, une dernière tentative de résistance eut lieu à Nahavand. Ce fut un échec. Les Arabes appelèrent cette victoire la victoire des victoires. Et en effet, après Nahavand, toute résistance organisée s'effondra. Yasgard continua de fuir, toujours plus loin, jusqu'aux marges orientales de l'ancien empire. Mais il n'y avait plus d'empire à sauver. En 651, il fut assassiné, non pas par un ennemi venu de l'extérieur, mais par un homme ordinaire, un meunier, pour quelques possessions. Ainsi se termina la dynastie sassanide. Non pas dans une grande bataille finale, mais dans l'oubli, dans la poussière, dans un geste banal et tragique. Mais la véritable transformation ne faisait que commencer. Car les Arabes n'apportaient pas seulement un nouveau pouvoir politique, ils apportaient une nouvelle vision du monde. L'islam s'imposa progressivement sur le plateau iranien. Au début, les populations locales, majoritairement zoroastriennes, furent autorisées à conserver leur religion en échange d'un impôt spécifique, la djizya. Cette tolérance relative offrait une certaine continuité, mais elle introduisait aussi une distinction claire entre les nouveaux maîtres et les anciens sujets. Avec le temps, les conversions se multiplièrent, par conviction parfois, par nécessité souvent. Mais même en devenant musulmans, les Iraniens ne devenaient pas immédiatement égaux aux Arabes. Le système omeyyade, établi à Damas, maintenait une hiérarchie implicite où les Arabes occupaient les positions dominantes. Les convertis iraniens, appelés Mawali, restaient en marge, exclus de certaines fonctions, traités comme des musulmans de second rang. Cette situation créa une tension profonde. Mais au lieu de disparaître, l'identité iranienne se replia. Elle se transforma. La langue persane continua d'être parlée dans les foyers, dans les marchés, dans les campagnes. Les traditions anciennes, comme la fête de Nowruz, survécurent, discrètement mais fermement. Les récits, les poèmes, les souvenirs d'un passé pré-islamique persistèrent, transmis oralement, comme une mémoire souterraine. Et peu à peu, cette mémoire commença à remonter à la surface. Au 8e siècle, un mouvement de révolte prit forme dans les provinces orientales, notamment au Khorasan. Il rassemblait des groupes divers, arabes mécontents, convertis iraniens frustrés, populations locales en quête de justice. Ce mouvement trouva un symbole dans la famille des Abbassides.
En 750, la révolution éclata. Les Omeyyades furent renversés. Et derrière cette transformation politique, une réalité plus subtile apparaissait. Les Iraniens, loin d'avoir été absorbés, étaient en train de redéfinir le monde islamique de l'intérieur. Le centre du pouvoir se déplaça vers Bagdad, une ville située au cœur des anciennes terres perses. Et là, dans les couloirs de l'administration, dans les cercles intellectuels, dans les traditions de gouvernance, l'héritage iranien reprit vie. Silencieusement, mais irrésistiblement. Ce qui se produisit après la chute des Sassanides n'était pas une disparition, mais une transformation lente, presque invisible, à l'échelle d'une génération, et pourtant décisive sur le long terme. L'Iran avait été conquis, intégré dans un nouvel ordre politique et religieux, mais au lieu de se dissoudre, il commençait à agir de l'intérieur, à influencer, à remodeler ce même ordre qu'il avait dominé. Sous les Abbassides, le monde islamique entra dans une période de richesse intellectuelle et culturelle sans précédent. Bagdad, nouvelle capitale du califat, devint un centre d'échange où se croisaient savants, traducteurs, philosophes et administrateurs venus de toutes les régions. Mais parmi eux, les Iraniens occupaient une place particulière. Ils apportaient avec eux une tradition ancienne de gouvernance, un sens de l'organisation, une culture administrative héritée des siècles achéménides et sassanides. Dans les bureaux du pouvoir, dans les structures de l'État, leur influence se faisait sentir. Les califes eux-mêmes s'appuyaient sur des vizirs d'origine persane pour gérer les complexités d'un empire immense. Mais cette influence ne se limitait pas à la politique. Elle s'exprimait aussi dans la langue. Pendant près de 2 siècles, l'arabe avait dominé comme langue du savoir, de la religion, de la science. Le persan, lui, avait survécu à l'oral, dans les conversations quotidiennes, dans les chants, dans les récits populaires. Puis, lentement, il revint à l'écrit. Au IXe siècle, dans les régions orientales de l'Ancien Empire, une dynastie locale joua un rôle déterminant, les Samanides. Officiellement gouverneurs au nom du calife, ils agissaient en réalité de manière autonome et surtout, ils choisirent de promouvoir le persan comme langue de culture. À Boukhara, leur capitale, une renaissance prit forme. Des poètes commencèrent à écrire dans une langue nouvelle, raffinée, mais profondément enracinée dans le parler du peuple. Ce n'était pas un simple retour au passé, c'était une reconstruction, une réinvention. Parmi ceux qui donnèrent à cette langue sa forme la plus durable se trouvait un homme, Ferdowsi. Pendant plus de 30 ans, il travailla à une œuvre monumentale, le Shahnameh, le livre des rois. À travers des dizaines de milliers de vers, il retraça l'histoire mythique et héroïque de l'Iran, depuis la création du monde jusqu'à la conquête arabe. Rois, héros, tragédies, batailles, tout y était. Mais au-delà des récits, ce que Ferdowsi préservait, c'était une mémoire, une identité. Son œuvre ne se contentait pas de raconter le passé, elle le rendait vivant, accessible, indestructible. Même lorsque les dynasties changeaient, même lorsque les langues dominantes évoluaient, le Shahnameh restait. Et avec lui, une certaine idée de l'Iran. À la même époque, d'autres figures contribuaient à cette renaissance intellectuelle. Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, incarna cette fusion entre héritage grec, savoir islamique et pensée persane. Médecin, philosophe, scientifique, il écrivit des œuvres qui influenceraient le monde pendant des siècles. Son canon de la médecine deviendrait une référence en Europe jusqu'à la Renaissance. À ses côtés, Al-Biruni explorait les mathématiques, l'astronomie, l'ethnographie avec une rigueur remarquable. Il étudia l'Inde, mesura la Terre, observa le monde avec une curiosité qui semblait dépasser les frontières culturelles. Ce n'était plus seulement une survie, c'était un renouveau. Et pourtant, l'Iran restait exposé. De nouvelles vagues de conquérants arrivèrent des steppes d'Asie centrale. Les Turcs, d'abord, s'imposèrent progressivement. Mais comme tant d'autres avant eux, ils furent transformés par la terre qu'ils dominaient. Les sultans turcs adoptèrent la langue persane, employèrent des administrateurs iraniens, patronnèrent des poètes et des savants. L'Iran ne résistait pas toujours par les armes. Il résistait par absorption. Puis vinrent les Mongols. Au XIIIe siècle, leur invasion fut d'une violence sans précédent. Des villes entières furent détruites, des populations massacrées, des systèmes agricoles ruinés. Le choc fut immense, presque apocalyptique. Et pourtant,
Même face à cette catastrophe, le schéma se répéta. Les Mongols s'installèrent. Et peu à peu, ils changèrent. Ils adoptèrent l'islam, patronnèrent les arts, soutinrent les savants. La culture persane, une fois encore, transforma ses conquérants. Puis, au XVIe siècle, une nouvelle dynastie émergea, cette fois issue de l'intérieur même du monde iranien, les Safavides. Avec eux, une transformation majeure eut lieu. Ils imposèrent le chiisme comme religion d'État, distinguant l'Iran de ses voisins sunnites. Ce choix ne fut pas seulement religieux, il était politique, identitaire. Il définissait une frontière culturelle durable, une spécificité iranienne dans le monde islamique. Sous Shah Abbas, l'empire atteignit un nouveau sommet. La ville d'Ispahan fut transformée en un centre de beauté et de commerce. Ses places, ses mosquées, ses bazars témoignaient d'une sophistication remarquable. Les échanges avec l'Europe se développèrent, les arts prospérèrent. L'Iran devint un carrefour entre l'Est et l'Ouest. Mais comme toujours, cette grandeur ne dura pas éternellement. Les siècles suivants apportèrent leur lot de conflits, d'invasions, de pressions étrangères. Les empires européens, notamment la Russie et la Grande-Bretagne, commencèrent à intervenir, à influencer, à fragmenter. L'Iran entra dans une nouvelle ère. Une ère où le défi ne venait plus seulement des conquêtes militaires, mais des jeux de pouvoir globaux, des transformations économiques, des idées nouvelles. Et pourtant, à travers toutes ces mutations, quelque chose demeurait. Une langue, une mémoire, une manière d'être au monde. Depuis les premières cités de Suse jusqu'aux rues d'Ispahan, depuis des champs anciens des Ariens jusqu'aux vers de Ferdowsi, une continuité invisible avait traversé les siècles. Les empires étaient venus, les empires étaient partis, mais l'Iran, lui, était resté.